Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans cette pile du mois de juillet, sans compter les e-books, bien sûr que je ne peux pas vous montrer parce que ce sont des e-books, c'est un peu compliqué. C'est parti! Et on attaque tout de suite avec Éon de Greg Bear, sorti en 1985. Alors qu'une guerre froide prolongée menace l'humanité, un objet étrange apparaît, un astéroïde de 300 km de long, en fait un vaisseau spatial abandonné dont l'intérieur est bien plus grand qu'il n'en a l'air. Prémisse intéressant et novateur, personnages forts, dont des personnages féminins, ce qui est quand même relativement rare pour l'époque, développement prometteur et original. Que peut-on demander de mieux ? On va pas se mentir, il pourrait faire facile 150 à genre 250 pages de moins. Ça démarre très très fort, ça s'enchaîne bien, mais passer la barre des 250 pages, il a tendance à mouliner, à se répéter un petit peu, et le rythme tue vraiment l'intérêt pour l'histoire, je trouve. Qui reste quand même vraiment sympa, on va pas se mentir, mais c'est vraiment dommage parce que le principe et les idées développées sont vraiment parmi les plus cool que j'ai pu lire cette année. Juste un poil trop long quoi. The Owner No. 2, Zero Point de Neil Asher, sorti en 2012, tragiquement comme souvent avec Neil Asher, pas traduit en français. Étant la suite directe du premier livre, je ne m'étendrai pas trop sur le scénario parce que ce serait dommage, celui-ci se finissant en plus sur un énorme cliffhanger que j'ai pas oublié, alors que je l'ai fini le premier il y a genre un an, j'ai complètement oublié de lire la suite. C'est des choses qui arrivent. On retrouve donc Saul, son esprit étendu dans l'ordinateur de la station Argus, et Var tentant de sauver la base Antares sur Mars. Bref, c'est la merde, et c'est plutôt fun, c'est du Neil Asher, comme d'habitude, c'est joyeux bazar de baston, de réflexion sur le transhumanisme et l'esprit humain, de conflits plus ou moins lourdement armés, de trucs un peu plus mignons aussi, toujours des histoires d'amour de temps en temps. Asher, ça va être un grand sentimental. Et même si je préfère l'univers de la police et son rare bouquin qui n'est pas dedans, ça reste plutôt sympathique, parce que c'est plus proche de nous, c'est assez différent, c'est plutôt cool, et pourquoi pas, j'ai hâte qu'il soit traduit. The Kingkiller Chronicles No. 1, The Name of the Wind, Le nom du vent de Patrick Rothfuss, sorti en 2007. Et je me dis putain, le troisième tome est toujours pas sorti, il est sorti en 2007 celui-là. Il nous fait une George R. R. Martin le mec, tu sais. Kvothe est un jeune garçon aux multiples talents, élevé dans une compagnie de théâtre itinérante, jusqu'à ce que celle-ci se fasse attaquer et il reste le seul survivant. Après un moment d'errance, il décide d'intégrer la prestigieuse université avec un grand U s'il vous plaît, et notez que ceci nous est raconté par le Kvothe adulte, maintenant gérant d'une auberge miteuse au fin fond de Buttfuck Nowhere, au conteur célèbre chronicleur. J'avoue ne pas être une immense fan des histoires coming of age, des histoires d'entrée à l'âge adulte, de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, mais j'ai plutôt bien apprécié ce livre, principalement pour sa narration. J'aime bien l'idée de présenter le Kvothe adulte vieux et légendaire presque par ses actes. Ça donne encore plus envie de suivre l'histoire parce que du coup on sait qu'il y a quelque chose derrière. Beaucoup plus en tout cas que de suivre le gamin HPI++ là dont on se fiche au final un petit peu parce que on sait qu'il va survivre. Le lore et le background est vraiment intéressant, j'aime beaucoup la description faite de l'espèce de magie et aussi du côté alchimie, j'aime beaucoup, même si, et ça c'est mon côté un petit peu ours bougonne qui parle, j'aurais apprécié passer outre les histoires d'amour adolescentes. Mais on va dire que je les comprends, bref, j'ai hâte de découvrir la suite même si du coup il n'y en a que 2 parce que le troisième est toujours pas sorti. Les enfants de Poséidon numéro 3, Poseidon's Wake, dans le sillage de Poséidon d'Alastair Reynolds, sorti en 2015. Un message étrange envoyé NDG venant de Gliese 163, 70 années-lumière après la planète habitée Crucible, a été reçu, possiblement envoyé par Chiku, qu'on a vu dans le livre numéro 2, disparu dans une expédition, spoiler, plusieurs années auparavant. Goma, la fille de NDG, embarque pour le voyage donc vers Gliese 163. Rideau final pour cette trilogie, et quelle trilogie! Toujours très impressionné par la faculté de Reynolds à créer des univers aussi fouillés et lorés et des histoires pouvant s'étendre sur plusieurs centaines d'années sans être répétitives, toujours cohérentes et parfaitement liées entre elles. J'ai adoré ce dernier tome, je trouve la conclusion audacieuse car ouverte et en même temps clôturant certains arcs aussi avec beaucoup d'efficacité et de subtilité. C'est un grand oui et une des mes plus grandes découvertes de l'année.
La saga du Commonwealth numéro 1, Pandora's Star, l'étoile de Pandore de Peter F. Hamilton, sorti en 2004. 2380, l'humanité s'est étendue à travers les étoiles grâce à des portails appelés trous de verre sur 600 mondes. Dudley Bose, oui, le mec il s'appelle Dudley, tu sais, genre c'est le futur, dans 300 ans, et le mec s'appelle encore Dudley, putain, observe une étoile qui disparaît mystérieusement et embarque à bord du Seconde Chance pour découvrir ce qui se trame, le pilote Wilson Keim aux commandes, un ancien de la NASA. C'est vraiment mon impression, c'est qu'une fois que tu as lu un Hamilton, en dehors des salvations qui sont vraiment différents, en fait tu les as un petit peu tous lus. Hein. C'est cool d'avoir une vision artistique et des thématiques propres, mais c'est vraiment toujours les mêmes qui reviennent et toujours de la même façon. Les personnages sont des réutilisations, genre le mec déchu qui reprend sa place dans la société, la femme sexy manipulatrice, le pilote français qui dit merde et a le nom le plus vieille France possible. Enfin vraiment, c'est les mêmes personnages en boucle. Et tout ça étalé pour absolument aucune raison sur plus de 1000 pages. Voilà, c'est sympa, hein, les gros bouquins, j'adore ça. Mais honnêtement, il y a bien 500 pages de vide, ou en tout cas qui auraient pu être grandement diminuées sans que ça pose aucun souci au développement de l'histoire. Quand ça se réveille enfin, genre 300 pages avant la fin, je considère qu'il y a un léger souci personnellement. C'est sympathique, j'aime beaucoup le principe de l'histoire, mais son application, c'est autre chose. Un éclat de givre de Estelle Faye, ou Faye, sorti en 2014. Environ 100 ans après l'apocalypse avec un grand A, seules 2 grosses villes ont survécu face à la désertification et aux dommages collatéraux de la guerre, dont Paris, devenu une sorte de foire aux monstres et aux personnages relous, dont Chet, un chanteur de jazz la nuit, et un homme à tout faire le jour, l'archétype du mec désabusé à l'humour grinçant. Et puis un jour, un crush lui propose une mission et son monde se bouleverse. Bon, je dois être trop provinciale ou pas assez littéraire, je pense, pour apprécier ce livre, parce que les descriptions de Paris transformées toutes les 2 pages ne m'ont pas du tout touchée. Les envolées lyriques de Chet m'ont plus saoulée qu'autre chose, le personnage m'a énervé au possible, genre encore et toujours ce besoin dans la SF française de montrer que regarde-moi, mon personnage baise, je m'en fous totalement. Genre pourquoi est-ce que la SF française a besoin d'essayer de choquer le monde par le cul? Ça me dépasse, oui, les gens baisent, on sait, genre on s'en fout. Il y a d'excellentes idées dans le délire post-apo monstrueux, les factions, l'enfer avec un grand E, mais je trouve ça un petit peu trop. J'ai malheureusement pas du tout accroché à la métaphore, donc vraiment désolée. Parce qu'en plus l'autrice a l'air super sympa sur Twitter, donc j'avais vraiment hâte de découvrir son univers. Désolée. Frontlines No. 3, Angles of Attack de Marco Kloss, sorti en 2015. La guerre continue à faire rage entre les humains et les Lankies, ces extraterrestres absolument géants qui défoncent littéralement tout sur leur passage et qui se rapprochent dangereusement de la Terre après avoir exterminé les colonies humaines sur Mars. Bon, ça sent un petit peu l'essoufflement de la série pour moi, j'en ai peur, alors qu'il reste genre 5 ou 6 tomes, je crois. Parce qu'en soi, c'est exactement la même chose que le tome 2. Les aliens débarquent, on doit les buter, c'est super chaud patate parce que ils sont immense et 2, technologiquement genre ultra avancés. Andrew et sa copine se font des bisous, bon, ils sont fiancés là maintenant, genre waouh, évolution de ouf. Les militaires font du yippee-ki pauvre con modulo toutes les 5 minutes. Le seul truc qui change, c'est que la Terre s'est unifiée, les Russes ayant rejoint le combat, les autres pays on s'en tape apparemment complètement les steaks, ça c'est classique. Bref, ça reste sympa à lire, mais ça casse vraiment pas 3 patins à un connard, quoi, ça patauge plus qu'autre chose. Parce que franchement, même si j'adore les batailles spatiales, répéter la même chose en boucle sur les 5 bouquins qui restent, ça va franchement être fatigant à un moment donné. City of Last Chances de Adrian Tchaikovsky, sorti en 2022. La ville d'Ilmar est sous occupation des Pelcines, dans un gouvernement oppressif qui se confronte à la forte criminalité, aux exploitants d'usines, à la population grandissante et pauvre, assoiffée de justice et de rébellion, et à une vieille malédiction qui étouffe la cité. Première fois que je me plonge dans l'univers fantasy de Tchaïkovsky, et c'est dingue à quel point on peut reconnaître sa patte dans un genre pourtant si différent. Un livre complexe, mais au lore très intéressant qui mériterait presque une relecture tellement le background est fourni. Une histoire entraînante, des thématiques bien amenées, comme d'hab, juste excellent, tout simplement. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir le reste de ses écrits fantasy. Ça m'a bien donné envie. Beyond the Burn Line de Paul McAuley, sorti en 2022. 200 000 ans dans notre futur, oui, c'est loin, c'est très très loin, l'humanité a été détruite. Une civilisation d'ours intelligents, ravagée par une maladie les transformant en sorte de zombies avides de sang,
a également sombré, laissant place à celle d'espèces de ratons laveurs, une petite société patriarcale adorant la nature et tentant de vivre en paix avec. Cependant, il a été observé d'étranges phénomènes, risquant de troubler leur petit ordre tranquille. Ça part bien, hein? Ça sonne comme un truc que vous kifferiez, hein? Eh ben oubliez. Ouais, honnêtement, ça part bien. L'idée de base est surprenante, elle est originale, la petite société raton laveur, pas totalement religieuse, mais un petit peu quand même, est mignonne. Mais ça s'essouffle si vite. Genre, franchement, mais énorme déception. J'ai vraiment dû m'accrocher pour finir, tellement ça partait dans tous les sens. Tout ça pour au final, eh ben vraiment pas grand chose. Le pétard mouillé ultime quoi, vraiment grosse déception. Exhalation, Expiration de Ted Chiang, sorti en 2019. Ce livre est en fait un recueil de plusieurs nouvelles touchant à plusieurs thématiques comme l'intelligence artificielle et l'identité. Et même pour moi qui ne suis pas encore une fois une très grande amatrice de ce format, j'ai trouvé les histoires très belles, très bien écrites, ni trop longues ni trop courtes. Celles du perroquet et celles sur les animaux virtuels par exemple m'ont particulièrement plu et je vous en conseille vivement la lecture, ça se lit bien, c'est court et c'est top. The Flight of the Aphrodite de J.S. Morden, sorti en 2022. Le capitaine Mariucci et son équipage font un voyage compliqué vers Jupiter et ses lunes après avoir reçu une transmission radio étrange. On va pas se mentir, le bon et le moins bon se côtoient dans ce livre, voire même l'excellent pour tout le dernier tiers. Le début du livre, le bon gros premier quart, est cependant un peu lent et le nombre de personnages qui mettent très longtemps à se différencier et se présenter n'aide pas à l'immersion. Cependant, l'aspect hard SF bien présent dans l'œuvre et les quelques personnages développés rendent l'histoire vraiment engageante passé cela. Et une fois ce cap passé, j'ai juste pas pu décrocher de l'histoire. On voit que l'auteur a un passif scientifique, c'est plutôt bien tourné et le mystère tient bien en haleine. En d'autres termes, courage, accrochez-vous, le jeu en vaut la chandelle. Ilium de Dan Simmons, sorti en 2003. Les dieux grecs existent et vivent sur l'Olympus mons martien et sont dotés de pouvoirs hors du commun. Leur passe-temps favori est de revivre la prise de Troie, d'Ilium donc, dont ils ne connaissent apparemment pas l'issue, malgré le fait qu'on te dise 15 fois que l'Iliade existe dans ce monde. Rien que le synopsis est pété en fait. Et stop. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de l'abonné, du tipeur qui m'a demandé de lire ce livre. J'aime pas dire du mal des livres que vous me conseillez, surtout quand là, c'est un type, c'est quelqu'un qui a payé pour que je le lise. Je suis désolée, mais je peux juste pas. J'ai une théorie, ceci dit, sur les livres SF qui utilisent les symbolismes gréco-romains. Ma théorie, c'est que c'est toujours de la merde, hein. Voilà. Après Red Rising et après Latium, on peut ajouter un troisième sur la liste, c'est Ilium. Je suis désolée, je veux pas être méchante, mais je comprends pas l'intérêt de ce bouquin. C'est fouillis, les trois timelines / histoires se mêlent difficilement ensemble et quand ça arrive, c'est ultra artificiel. On comprend pas pourquoi on a le futur et le passé en même temps et pourquoi les dieux de l'Olympe, genre de l'Olympus mons de Mars, mais pourquoi les dieux de l'Olympe, immortels et capables de voyager dans le temps et l'espace, se cassent le cul à rejouer sans cesse la prise de Troie. Pourquoi est-ce qu'ils lisent pas juste l'Iliade pour savoir, avec leur petit colloque de scolaires pour poursuivre? Enfin vraiment, je comprends pas, ça n'a aucun sens. Ça, et puis bien sûr, j'en ai déjà parlé sur Twitter un petit peu, mais le sexisme et la misogynie extrême de ce bouquin, genre vraiment, je pense sincèrement que Dan se voit en Hockenberry, un des personnages principaux, parce qu'on le voit, là, on te voit à écrire le viol d'Hélène de Troie, ça se voit que tu kiffes, voilà. Oui, ok, c'est une parodie de Zeus et d'Arthur, je m'en fous. C'est jamais discuté, c'est jamais questionné, et le pire, c'est que Hélène, le personnage, lui dit qu'elle a jamais été baisée comme ça. C'est jamais questionné, c'est jamais discuté, c'est mis en avant de manière positive par la femme. Toutes les femmes sont traitées de manière ultra dégradante dans le bouquin. Si encore l'histoire était positive, j'aurais pu mettre ça de côté. Mais là non, je peux pas laisser passer un truc comme ça, quoi. Désolée, mais vraiment. Je lirai le deuxième quand même, parce que je suppose que j'ai rien d'autre à foutre de ma vie, mais c'est difficilement. Voilà, difficilement. Et les gens, j'espère que cette petite vidéo pile de mois de juillet vous aura plu. J'ai quand même eu majoritairement de très très bonnes surprises, notamment celui-ci encore une fois, voilà, Nestor Reynolds, c'est un de mes auteurs préférés. Ça ne change pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois de juillet et ce que vous allez lire du coup au mois d'août. Moi j'ai commencé Dahlgren de Delany et j'ai très très hâte de découvrir un petit peu ce que ça a l'air bien barré et j'aime bien les trucs un peu barrés. On se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Goodreads, TV Time, Twitch que je reprendrai en septembre.
C'est à peu près tout. Je crois TikTok également. Et puis si jamais vous avez envie de me faire explorer une œuvre, une catégorie de vidéos, etc., n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Tipeee, comme toujours dans ma barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.